la revue de psychologie positive, je vais légèrement baisser la musique. Est-ce que je n'entends que ça? Je vous la laisse, vous. Voilà. Bonjour, bonjour. Est-ce que j'ai... Voilà, la bonne scène. Ça sera mieux. Hop, avec la caméra qui s'est un petit peu cassé la gueule. Alors, bonjour à tous, revue de psychologie positive aujourd'hui. De quoi est-ce qu'on va parler? De quoi est-ce qu'on va parler? J'ai 3 articles dans les tuyaux. Potentiellement, je sais pas exactement hop, ce qu'on va faire. Et puis, je vais mettre la lumière aussi, ce sera mieux. Voilà, on voit mieux comme ça. Euh, on va voir, écoutez. Donc, 3 articles. Je vous mets ça tout de suite, je vous affiche ça tout de suite. Hop. Un premier article. Un deuxième. Donc, un article de vulgarisation. Un deuxième et un troisième qui sont, eux, des articles de recherche. Donc, on a potentiellement des trucs un peu touffus aujourd'hui, encore que c'est pas inaccessible. Hein. Hop, et je vais vous mettre le PDF de l'article. Voilà, et normalement là, vous avez tout. Donc, un article sur l'envie de vivre chez les adultes. Vous avez envie de vivre aujourd'hui, je ne sais pas. Et voilà, c'est un sujet. L'article est disponible en ligne. Un deuxième article sur la prospection pragmatique et les résultats positifs dans la vie. Enfin, la vie positive plutôt, et les conséquences au travail. J'allume mon cerveau, traduction simultanée. Et enfin, est-ce que vous êtes quelqu'un qui refuse d'être heureux? Et là aussi, vous avez un article qui est lié, un article de recherche qui est cet article ici. Voilà. Bien. Donc voilà pour le menu. Le menu du jour. Je vais éviter. Voilà, le menu du jour. Et donc, on va commencer par quoi? Eh bien, écoutez, on va commencer par l'envie de vivre chez les adultes. Je sais pas, j'ai envie. Alors, de quoi parle cet article? Donc, en gros, les auteurs sont intéressés à la notion d'envie de vivre comme un indicateur du bien-être subjectif. Le bien-être subjectif, pour rappel, étant grosso modo la manière dont la terminologie qu'on utilise pour parler de bonheur dans la recherche. On utilise rarement le terme de happiness, on utilise plutôt le terme de bien-être subjectif pour coller aux mesures qu'on utilise et pour que le concept soit clair, puisque derrière le bonheur, il y a plein de choses différentes qu'on peut mettre. Bien-être subjectif, c'est déjà beaucoup plus précis quand on connaît la recherche sur le sujet, bien sûr. Donc ici, ils vont parler de will to live, et ils ont utilisé une échelle qui s'appelle the will to live scale, l'échelle d'envie de vivre, de volonté de vivre. Et l'idée, c'était de la tester, de voir avec quoi c'était lié, en fait. Donc c'est plutôt un article qui a été publié en 2023, et les auteurs... Pourquoi j'ai pas les auteurs? Ah oui, pardon, Neto et Neto, Johanna et Félix, probablement en couple, je suppose, chercheurs. Et donc l'idée, c'était quand même de regarder un petit peu cette échelle, si elle était corrélée à un certain nombre liée à un certain nombre de variables. Donc c'est plutôt un article qui teste un outil et qui explore aussi une dimension qui est donc la volonté de vivre, l'envie de vivre. On va dire l'envie de vivre, peut-être en français, sera plus simple. Donc voilà, c'est pas un article où on va découvrir un truc particulier sur un comportement humain, etc. C'est plutôt un article où on va regarder
à quoi est liée une dimension, et comment elle peut nous aider ensuite à détecter les choses. Bon. Donc, l'envie de vivre, c'est un concept qui a été récemment connecté au bien-être subjectif des individus. Vous voyez les articles qui sont cités 2021-2018, c'est assez récent. Alors 2011, c'est plutôt l'émergence du concept. Alors, encore une fois, la recherche n'a rien inventé. L'envie de vivre, c'est quelque chose dont on a pu parler pendant des siècles et des siècles. Mais là, on parle du moment où ça devient un concept scientifique cohérent qui se tient et qu'on est capable de tester et de mesurer. Bon. Pardon. Je vais d'ailleurs couper mon tel. Comme d'habitude, j'oublie de le faire avant de commencer à live. Bon, maintenant, vous connaissez un petit peu Vous connaissez un petit peu comment ça se passe. Bon. Voilà. Donc. Et par rapport aux adultes qui travaillent, donc aux travailleurs, aux salariés, etc., l'envie de vivre, pardon, c'est pertinent, puisque ça a des conséquences sur leur santé mentale et leur santé physique. Et ça, on le sait depuis un certain temps. Ce qui est assez évident. L'envie de vivre, si vous n'avez pas envie de vivre, vous n'allez pas être en bonne santé mentale. Et quand vous n'êtes pas en bonne santé mentale, en général, vous n'êtes pas non plus en bonne santé physique. Alors, qu'est-ce que c'est exactement l'envie de vivre? C'est l'expression psychologique de l'engagement de quelqu'un, l'engagement dans la vie, et c'est aussi l'expression psychologique du désir de continuer à vivre. Et ça comprend à la fois le côté instinctif et des éléments cognitifs. Au niveau cognitif, c'est le résultat de cette envie de vivre d'un processus de pensée qui est réalisé en fonction du sens qu'on trouve à notre vie. On a envie de vivre parce qu'on trouve du sens à notre vie. On n'a pas envie de vivre parce qu'on trouve que notre vie n'a aucun sens. Si je fais les extrêmes. Donc, par exemple, plus l'envie de vivre... et donc, en conclusion, une envie de vivre élevée est liée à une meilleure santé physique et une meilleure santé mentale. Ça, c'est au niveau cognitif. Et au niveau instinctif, l'envie de vivre, donc c'est une réaction physiologique à des menaces mortelles qui permettent de continuer à vivre. Donc par exemple, le fait d'aller chercher des soins qui permettent de rester en vie, c'est corrélé à une plus grande envie de vivre, évidemment. Alors il y a 5 facteurs que la recherche a montré comme liés à l'envie de vivre, qui avaient un impact sur l'envie de vivre des adultes plus âgés, des adultes âgés. C'est l'importance de leurs réseaux sociaux, au sens connexion sociale, c'est pas Facebook et compagnie, leur sécurité financière, leur foi en fait, religieux, le fait qu'ils travaillent et qu'ils soient bénévoles dans des associations par exemple, et le fait d'être plutôt, alors je vais le traduire comme ça, honor versus ageism, le fait d'être plutôt dans l'honneur. Alors l'honneur c'est un peu bizarre, mais plutôt que la fierté plutôt que d'être dans une espèce de discrimination liée à l'âge, c'est-à-dire le fait de dire je suis vieux donc je peux plus rien faire, etc. Donc l'envie de vivre, c'est lié au bien-être subjectif, ça c'est clair, et c'est toujours bien de le remontrer scientifiquement, mais c'est assez évident, et c'est aussi lié à la satisfaction de la vie, et négativement lié, corrélé en tout cas à la santé mentale, enfin aux perturbations mentales et à la solitude. Et ça permet aussi de prédire la longévité chez les personnes âgées. Donc voilà un petit peu l'idée. Alors dans la recherche, donc ça c'est pour vous donner un peu les définitions. Dans la recherche là actuellement, les objectifs c'était de développer donc cette échelle d'envie de vivre
dans une population adulte en élargissant un peu, parce que ça a beaucoup été testé chez les personnes âgées, chez les vieux. Euh, et donc en regardant par rapport au sexe, à l'âge, et voilà. Et le deuxième objectif, qui est plus celui qui nous intéresse là, d'un point de vue de la rue de psychologie positive, c'est d'évaluer la relation entre l'envie de vivre et des concepts qui sont liés au niveau théorique, mais qui n'ont pas été liés au niveau pragmatique en mesurant les choses. Donc comme par exemple la solitude au travail, l'estime de soi, je sais plus, comment ils ont abrégé le truc, c'est pas le social well-being, c'est satisfaction with life, ouais, c'est la satisfaction à la vie, pardon. Où est-ce qu'on était? Voilà, donc l'estime de soi, la satisfaction à la vie, et la satisfaction avec la vie au travail, par rapport à la vie au travail. Voilà. Bon. Donc là, ils redéfinissent un petit peu tous ces éléments qui veulent, enfin, où ils veulent voir s'il y a un lien avec l'envie de vivre. Donc par exemple, la solitude au travail, c'est le fait de percevoir que la vie au travail a un impact négatif déficitaire, que c'est déficitaire sur la vie sociale, les relations personnelles au travail, par exemple. L'estime de soi, bon, bah, c'est l'évaluation de soi-même et comment dire, l'évaluation et la qualité qu'on va attribuer à soi-même. Et enfin, on a le bien-être subjectif, donc le bonheur. Bon, là, c'est les émotions positives et négatives, la satisfaction globale dans la vie, c'est les échelles de satisfaction dans la vie qu'on connaît. Tac. Je vous mets quand même le titre de l'article, hein, parce que j'ai pas, enfin, de ce qu'on est en train de traiter, je le mets en épinglé. Et enfin, la satisfaction de la vie, donc, qui est une partie du bien-être subjectif, qui est à quel point la personne apprécie ses activités au travail, et ça vient d'une évaluation rétrospective de ses expériences au travail. Donc c'est a posteriori, à la fin de la journée, etc. Donc en gros, leurs hypothèses, c'est que, bon, alors ça c'est la question de recherche, c'est évaluer l'outil, enfin regarder comment, si l'outil est bien construit pour évaluer l'envie de vivre, pardon. Première hypothèse, moins on se sent seul au travail, plus on va avoir envie de vivre. Je reformule un peu pour simplifier, mais bon, gros, c'est ça. Une grande estime de soi, ça donne une plus grande envie de vivre. Une plus grande satisfaction de la vie, c'est lié à une plus grande envie de vivre. Une plus grande satisfaction au travail, ça donne une plus grande envie de vivre. Et un certain nombre de variables psychologiques permettent d'expliquer une grande partie de la variance de l'envie de vivre, plutôt que des variables démographiques. Alors ça, je ne l'ai pas dit, c'est parce qu'en fait, ils testent aussi un peu la personnalité, etc., avec un certain nombre d'outils, en plus, pour voir si les éléments de personnalité ont plus d'impact sur l'envie de vivre que les éléments liés à ce que vous êtes, c'est-à-dire le fait d'être un homme, une femme, le fait d'avoir tel âge, de gagner tant d'argent, etc. Donc c'est une étude portugaise. Ils ont interrogé 402 personnes, l'âge moyen 33,37 ans, je ne rentre pas plus dans les détails, mais voilà. Là, ils présentent toutes les échelles qu'ils ont utilisées. La procédure, je passe un peu rapidement là-dessus, parce que là, après, on rentre dans les détails techniques. Vous avez l'analyse factorielle, si vous voulez, enfin, c'est pas tout à fait le terme, mais en gros, pour essayer de voir l'explication qui composait l'envie de vivre, qu'est-ce qui compose l'envie de vivre. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller directement, ce matin, à la discussion. J'ai regardé l'article hier en détail, mais je vous passe les détails techniques. Hein. Toujours l'idée de la revue de psychologie positive, c'est d'aller, quand on est sur vraiment des articles de recherche, parce qu'il y a souvent aussi des articles de vulgarisation, qui sont de la vulgarisation d'articles de recherche,
Mais quand on est directement sur l'article de recherche, l'objectif c'est pas de rentrer dans les détails techniques de quelle analyse statistique a été faite, etc. L'idée c'est de vous donner un peu les éléments de contexte et de concept étudiés, comment s'est déroulée l'expérience. Bon là c'est du questionnaire donc c'est assez simple, et des outils de mesure voilà, qui sont basés sur du papier crayon. Et ensuite de voir les résultats, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça a donné comme conclusion. Donc là on va direct à l'essentiel. Donc première chose, ce qu'ils ont constaté, c'est que c'est bien un concept cohérent. C'est-à-dire que l'envie de vivre, c'est bien un concept à part, c'est pas juste en fait un truc constitué de plein d'autres choses qu'on pourrait définir autrement. Donc ça c'est important, ça veut dire que scientifiquement ça tient la route, le concept d'envie de vivre. Ça a déjà été confirmé dans d'autres études, mais là avec en plus la structure de l'outil, et c'est là aussi, c'est-à-dire que l'outil ce soit qu'une seule dimension, l'envie de vivre, que ça puisse être qu'une dimension, qu'il n'y ait pas des sous-échelles, des sous-composantes, c'est aussi quelque chose qui a été démontré dans cette recherche-là. Alors, première chose par rapport à leurs hypothèses, alors c'est des corrélations, attention, c'est pas des causes. Quand on se sent moins seul au travail, avec tout ce que ça a comme composantes relationnelles, satisfaction, impact négatif sur soi, etc. Donc quand on se sent moins seul au travail, on a tendance à avoir une plus grande envie de vivre. C'est assez logique, mais c'est pour dire à quel point le bien-être au travail a un impact sur quelque chose d'aussi important que l'envie de vivre. Ça peut avoir un impact sur le bonheur, sur le stress, etc. Ça on le sait, ça a été mesuré. Mais vu le temps qu'on passe au travail, vu l'importance que ça a dans notre société, si vous n'êtes pas bien au travail, et on le voit de plus en plus avec les burn-out, les bore-out, à la fois parce qu'il y a eu des changements dans le monde du travail ces dernières décennies sur la manière dont le travail s'organise, on va dire depuis les années 80 en gros, et les changements incessants de lieu de travail, etc. Enfin, le rapport au travail a énormément changé, à la fois d'un point de vue des générations, dire que les générations qui s'enchaînent au travail, qui arrivent sur le marché du travail au fur et à mesure, n'ont pas le même rapport au travail, et le monde du travail a énormément évolué, avec le fait de faire carrière dans une même boîte qui devient extrêmement rare, et donc on a de plus en plus de burn-out, notamment de bore-out, de burn-out aussi, mais notamment de burn-out, à la fois parce qu'il y a ces évolutions, et probablement aussi à la fois parce qu'on détecte mieux les burn-out. Mais en gros, c'est pour vous dire que ça peut aller très très loin, et que c'est vraiment lié et qu'on peut le mesurer. Entre en gros, le sentiment de solitude au travail et l'envie de vivre, carrément. Et donc ensuite, l'estime de soi, la satisfaction dans la vie et la satisfaction au travail sont aussi liées, corrélées positivement à l'envie de vivre. C'est-à-dire que plus vous avez une estime de vous-même élevée, plus vous allez avoir envie de vivre, plus vous avez une satisfaction au travail et dans la vie en général, plus vous allez avoir une envie de vivre. En gros, donc, lien entre bien-être et envie de vivre, corrélation positive, là encore une fois, assez évident. Et enfin, ils ont fait une analyse de régression. Donc en gros, l'analyse de régression, c'est que vous mesurez plusieurs choses en même temps, et ensuite vous appliquez un modèle, vous construisez un modèle mathématique à partir de vos hypothèses, pour voir si certaines variables sont la cause d'autres variables. Ça permet les modèles de régression de faire ces analyses-là. Et c'est notamment utile. Alors, dans des études exploratoires comme ça, on n'a pas pu faire encore des expériences où on va mesurer d'abord une variable et ensuite ses conséquences dans le temps sur une autre, où on n'a pas pu monter des protocoles expérimentaux pour tester ça, mais aussi dans des études où en fait on ne peut pas faire autrement. Par exemple, quand on fait sur des grandes variables avec des grandes cohortes, ou notamment dans les sciences économiques, on ne peut pas toujours faire des manipulations, et donc on est obligé de faire des régressions pour savoir. On peut faire des manipulations pour, par exemple, vous pouvez modifier le salaire vous-même volontairement de quelqu'un. Alors vous pouvez suivre les modifications de salaire, mais vous ne pouvez pas, pareil, changer le sexe de la personne. Donc vous êtes obligé de faire des régressions pour voir si c'est bien le sexe qui a une influence, par exemple.
pas que, il y a d'autres manières de faire, mais voilà. En gros, les régressions, c'est quand vous mesurez tout en même temps, donc c'est des corrélations, et vous appliquez un modèle et vous testez des modèles pour voir si en fait certaines variables sont à l'origine la cause d'autres variables, avec plein de limites, mais c'est quand même intéressant. Donc qu'est-ce qu'ils ont montré ces analyses de régression que en gros, les aspects socio-démographiques ne contribuent pas majoritairement, de manière forte, à l'envie de vivre des travailleurs adultes. Et donc ça confirme d'autres résultats. Donc c'est pas trop lié au statut économique. Par contre, c'est fortement lié aux variables psychologiques. Ça veut dire que dans les modèles de régression, dans l'analyse qui était faite, on voit que c'est plutôt votre personnalité qui va faire que vous allez avoir, en tout cas, il n'y a pas que la personnalité, mais la personnalité a un impact important sur le fait d'avoir une envie de vivre très développée ou moins développée. Alors que votre statut sociodémographique, vos revenus, votre sexe, votre âge, n'a pas d'impact majeur sur votre envie de vivre. En tout cas pour des gens là qui sont là, des adultes actifs. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les éléments. Je rentre pas trop dans la personnalité parce qu'il y a plusieurs éléments de personnalité. Hein. Ils ont utilisé le Big Five, donc qui est le modèle de personnalité qui est le plus utilisé, qui est en fait le plus un des seuls qui est scientifiquement validé et fiable. Alors avec les forces de caractère, mais les forces de caractère c'est un peu différent parce que c'est de la psychologie positive dans le sens où c'est plutôt des aspects positifs, mais quand on veut utiliser un modèle de personnalité à la fois dans le pathologique ou dans le tout venant, etc., à la fois pour du traitement psychologique ou psychiatrique ou psychothérapeutique et pour de la recherche et pour du positif, c'est le modèle des Big Five qu'on va utiliser puisque c'est le seul qui tient la route, même si là aussi il y a plein de limites, mais en tout cas c'est le seul modèle qui a été dont l'architecture est viable scientifiquement. Et les forces, on ne l'utilise pas dans tous les domaines parce qu'on ne peut pas l'utiliser pour tout, notamment dans la psychopathologie c'est moins approprié, ou pour certains éléments psychiatriques. Donc c'est aussi fiable scientifiquement, mais c'est moins comment dire, c'est moins polyvalent. Voilà. Et donc là, on a dans cet article, si ça vous intéresse, vous pourrez regarder les 5 traits de personnalité. En fait, qu'est-ce qui a le plus d'influence. Voilà, je ne rentre pas plus dans les détails que ça. Donc, premier article sur l'envie de vivre. Voilà, on voit un petit peu à quoi ça ressemble. C'est intéressant parce que on a une mesure de plus. Peut-être que je ferai un article, un de ces quatre, sur l'envie de vivre et qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne, sur se réaliser. Why not? En attendant, on a cet article-là qui est assez intéressant sur l'envie de vivre. Donc voilà, vous pourrez aller le regarder. Je vous remets le lien dans le chat. Tac, tac, tac. Et on va passer à un deuxième article. Hop là. Si j'arrive bien sûr à mettre le lien dans le chat. On va faire un deuxième article. Alors, comme il est déjà 8h51, je ne vais pas trop m'attarder, je ne vais pas faire cet article-là qui est un article de recherche et donc là aussi qui nécessite de passer un petit peu de temps dessus. On le garde pour une prochaine fois. Donc la prospection pragmatique qui est intéressante, hein, c'est une manière de se projeter dans l'avenir. On verra par rapport à la fixation de l'objectif et tout, c'est une dimension qui est intéressante, c'est un concept qui est intéressant aussi. Donc pourquoi pas. Et on va plutôt se concentrer sur cet article-là, le fait de se laisser être heureux ou non. Voilà, donc ça, on va regarder. Alors j'en profite, je suis désolé, hein, je rajoute tout de suite. Hop. Je rajoute tout de suite des notes pour de futurs articles de se réaliser. Je me dis, tiens, la prospection pragmatique, on pourrait voir un petit peu de quoi il retourne en fait dans un article et aller un peu plus loin. Voilà, et pareil pour l'envie de vivre, ça c'est très très clair.
comme ça. Comme ça, on avance. Je pourrais peut-être vous proposer le test et le traduire en français, etc. Ça peut être intéressant pour certains. Alors, rapidement, est-ce que vous êtes quelqu'un qui ne se laisse pas être heureux? Alors, cet article-là, il est basé sur... hop. J'épingle, hop, je vous mets le lien vers l'article de recherche directement. Et donc, la question c'est, en fait, on peut observer, et c'est l'idée de cet article-là, est-ce qu'on peut avoir une tendance à ne pas voir le positif, à réduire le positif, à refuser d'être heureux dans certaines circonstances? C'est ce que semble démontrer cette recherche-là, donc, qui a été publiée en 2023, alors qui sera publiée en papier en décembre 2020, c'est un peu bizarre. Soit ils sont plantés de date, soit peut-être décembre 2022 plutôt, je pense. Hein. Voilà, donc de Gallagher, Collins et Winner. Et donc là, c'est un article de vulgarisation d'une docteure en psychologie, Susan Krauss, Whitbourne. Alors, dans la vie, on a plein de petites occasions d'être heureux, en tout cas de prendre du plaisir ou de trouver que la vie est sympa. C'est tout l'exercice des 3 choses positives par jour, par exemple, de regarder ce qui est positif dans votre vie et de prendre ce biais-là positif, puisqu'on a tous plus ou moins, quand même, culturellement, un biais plus négatif. Donc, par exemple, c'est l'exemple qui donne, se dire, voilà, ah tiens, il y a des belles fleurs, je vais les renifler sur le chemin, etc., du travail. Tiens, il y a tel truc cool qui est arrivé, c'est sympa, j'en profite, j'apprécie le moment, j'apprécie la chance que j'ai, etc. Bon. Mais pour certaines personnes, faire ce travail-là, c'est pas du tout... Alors naturel, c'est pas le bon terme, mais c'est pas quelque chose qu'ils font spontanément, et ça leur vient pas naturellement, ça leur vient pas spontanément, quoi. Alors que pour d'autres, c'est beaucoup plus facile. Et donc il y a une étude, dont ces chercheurs-là, qui sont de l'université du Mississippi, ont montré que les gens qui étaient susceptibles de faire une dépression, en tout cas qui avaient des profils plus enclins à faire des dépressions, avaient une capacité réduite à faire l'expérience de la positivité, d'éléments positifs. C'est la théorie de la dévaluation de la récompense. La théorie de la dévaluation de la récompense, qu'est-ce que c'est? C'est quand les sentiments positifs finissent par être associés à du négatif. C'est-à-dire que vous vous dites, eh bien, hop. En gros, l'idée, c'est de vous dire, bah, si je me sens bien, en fait, ça me rappelle du négatif, donc c'est pas positif, et donc le fait d'avoir des éléments positifs dans mon environnement, ça a plutôt activé des choses négatives chez moi, et après, on est pris dans une boucle qui fait que ça devient assez compliqué quoi, d'en sortir, puisque vous êtes sur quelque chose qui... vous vous tournez en boucle sur un truc négatif, en fait. C'est-à-dire que même quand il y a un truc positif qui arrive, eh ben, ça va provoquer des choses négatives chez vous. Des pensées négatives, des analyses négatives, etc. Donc, potentiellement, petit problème. Donc, c'est pas juste qu'on est, quand on est déprimé, par exemple, qu'on est résistant à la joie, au bonheur. C'est-à-dire qu'on a appris à avoir peur du bonheur, à avoir des émotions négatives quand on a quelque chose de positif qui se passe. Et dès qu'il y a un truc positif qui arrive, tac, il y a des pensées négatives qui arrivent dans le champ de conscience de la personne. Voilà. Donc c'est des associations... Pardon. C'est des associations négatives entre le bonheur, enfin entre des éléments positifs, et... enfin c'est une association entre des éléments positifs et des réactions, des pensées, des émotions négatives.
Dans certains cas, on a même des gens qui peuvent avoir une peur du bonheur. Parce qu'ils ont appris que dans le passé, quand ils sont autorisés à être heureux, à prendre du plaisir, derrière, il y a eu un truc négatif qui les a privés de leur bonheur et de leur joie. Et donc, ça peut être une première chose. Donc en gros, des conséquences négatives apprises, et donc une association qui s'est faite entre des éléments positifs et des conséquences négatives. Et de l'autre côté, il peut y avoir aussi une image de soi dégradée qui fait qu'on ne se sent pas digne d'être heureux, pour des raisons un peu plus floues, un peu plus difficiles à identifier. Donc dans cette théorie de la dégradation des récompenses, ou de la dévaluation des récompenses, il peut y avoir aussi le fait que les gens développent des superstitions sur le fait d'être heureux. Le fait de se dire, attends, je vais pas don't jinx it en anglais, c'est porte pas l'œil, pourris pas le truc. Et donc, plutôt que de me dire, attends, je suis heureux, j'en profite, je l'exprime. Si je l'exprime, je vais me porter la poisse, je vais me porter l'œil, etc. Et donc, je vais le garder pour moi, en profiter sur la pointe des pieds, etc. Il y a aussi cette superstition-là qui peut être utilisée. Enfin, qui peut être à l'origine de ça. Donc ici, les chercheurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des données de 900 personnes à peu près. Et... pardon. Et ils sont sur 3 mesures clés des process qui induisent la dépression. Ils ont pris des mesures aussi là-dessus. Donc ils ont posé un certain nombre de questions sur lesquelles les personnes devaient se situer de 1 à 7. Donc là, il y a un exemple de question qui est utilisé. Donc j'ai peur quand je me sens bien que quelque chose de mal se produise. Donc là, c'est en fait, il y a des échelles à chaque fois de 1 à 7 sur chaque question. Je sens que je ne mérite pas d'être heureux. Je ne m'excite pas trop par rapport aux choses positives ou réalisations positives dans ma vie. Je ne me laisse pas trop je ne me laisse pas trop m'enjailler là-dessus. J'ai peur de me laisser être heureux. La traduction est pas bonne là parce que je l'ai fait en live, mais vous comprenez l'idée. Après des choses positives, de la chance, il y a souvent des désastres. La joie excessive a des conséquences négatives. Et je crois que plus je suis heureux et enjoué, plus je dois m'attendre, enfin en gros, plus je suis heureux et enjoué, plus je dois m'attendre à ce qu'il y ait des choses négatives qui arrivent dans ma vie. Donc, je vous passe l'analyse qui a été faite, qui est résumée ici, mais voilà. En gros, cette analyse, elle a permis aux auteurs de conclure que la théorie de la récompense dévaluée, en fait, fait que donc les individus qui sont dépressifs ont peur du bonheur ou évitent le bonheur jusqu'à un certain point où les stimuli positifs, ce qui leur apporte du bonheur potentiellement, ces stimuli vont être dégradés, ils vont être dévalués. En fait, ils vont les associer à des choses négatives, vont dire que ces stimuli-là sont pas positifs alors que c'est des stimuli positifs qui leur apportent potentiellement du bonheur. Ça devient, en fait, on inverse complètement la lecture du truc. Et donc, avec cette grille de lecture-là, ces gens-là, ils vont en fait éviter les situations qui pourraient les rendre plus heureux. Et donc la positivité prospective, donc le fait de se projeter dans l'avenir en disant je vais aller chercher ça parce que ça va m'apporter du bonheur, c'est traité cognitivement comme quelque chose de négatif, et donc ils vont l'éviter. Et ils développent pour certains une incapacité à prendre du plaisir dans des situations qui sont pourtant positives, parce qu'ils pensent qu'il va y avoir des conséquences négatives, etc. Et donc ça enferme dans un cercle vicieux où vous allez plus vous exposer au positif parce que ça a des conséquences négatives selon votre grille de lecture. Et donc c'est pareil, c'est lié au fait de se sentir qu'on mérite d'être heureux.
Euh, si on pense qu'on ne mérite pas de faire l'expérience du positif, c'est pas la même chose que d'avoir peur des conséquences de la positivité. Donc il y a deux possibilités. C'est-à-dire que les deux peuvent être liés. Des gens qui vont associer du négatif à des éléments positifs, ils vont se dire de toute façon il va y avoir des conséquences négatives après, donc ça vaut pas le coup. Et il y a les gens qui vont avoir une estime d'eux-mêmes dégradée et qui vont donc penser qu'ils ne méritent pas d'être heureux pour un certain nombre de raisons et qui vont là aussi éviter. Et l'idée, après, pour accompagner ces personnes-là, qu'est-ce qu'on peut faire C'est que c'est pas seulement le fait de leur dire bah, voilà des trucs positifs, exposez-vous aux trucs positifs. Il faut traiter soit la dévaluation des éléments positifs, soit l'image de soi qui est dégradée dans le sens où on va se dire qu'on ne mérite pas d'être heureux. Donc ça peut être de l'évaluation ou de l'atténuation, ça dépend du niveau aussi auquel on est. En fait, quand on est dans des thérapies qui disent où on va apprendre à savourer les éléments positifs, ça suffit pas forcément pour ce genre de profil parce que en fait, il y a on va dire des éléments avant qui empêchent ça et il y a des processus qu'il faut bien comprendre et donc qu'il faut en mauvais français adresser, qu'il faut traiter, sur lesquels il faut travailler avant même, ou en tout cas en parallèle de ce côté, par exemple 3 choses positives par jour à relever, ou le fait de savourer, etc. Donc il faut déjà comprendre comment ça marche, il faut faire comprendre aux gens, et souvent ça marche dans les thérapies ou par rapport à certains concepts, le fait d'expliquer aux gens les mécanismes, le fait d'en apprendre sur les mécanismes, ça peut aider à, euh, à sortir de la dépression, à sortir de certaines pathologies, euh, parce qu'en fait on comprend le process, et du coup on arrive à détecter le process quand il se produit dans notre tête, et on prend de la distance par rapport au process, c'est plus nous le problème, c'est ok, j'ai un mécanisme qui s'enclenche, il fonctionne comme ça, voilà. Ça marche pas avec tout le monde, mais ça aide quand même en majorité les gens en tout cas dans un processus thérapeutique, ça aide à aller sur le bon chemin en fait, le fait d'avoir ces explications-là. Et ça, c'est aussi vrai sur des interventions plus positives qui ne sont pas forcément thérapeutiques. Le fait de comprendre les choses, par exemple par rapport à la créativité. Il y a des articles sur le blog de Se Réaliser qui parlent de ça. Il y a des expériences et des protocoles qui ont été développés. Le fait d'expliquer comment fonctionne la créativité, ça permet de dépasser les blocages créatifs où les gens vont se dire je ne suis pas créatif, etc. Quand ils comprennent le processus qu'on leur explique, la plupart du temps, ça permet de booster les compétences créatives beaucoup plus vite que juste en leur donnant des outils, en leur disant mais non, tout le monde est créatif, etc. Le fait d'expliquer, de comprendre, de s'approprier les choses, souvent ça débloque des situations. Euh, alors, et pour les gens qui ne sont pas dans des cas graves voilà, de dépression, etc., par rapport à ce qui était évoqué là, euh, le remède peut être plus simple, c'est-à-dire que l'idée, c'est de détecter les process. C'est un peu le même principe, mais sauf que c'est plus light, donc c'est plus facile à faire tout seul. Les process de dévaluation et de superstition. C'est-à-dire que si vous vous dites ah ouais, mais il va forcément se passer quelque chose de négatif, par exemple, vous êtes dans une soirée, ça se passe bien, puis tout d'un coup, vous avez des pensées négatives. Ouais, mais qu'est-ce que je fais là? Oui, mais en même temps, bon, demain, après quand je rentre chez moi, je vais être tout seul, etc. En fait, vous dégradez l'expérience positive que vous avez au moment de la soirée. Donc c'est pas. En fait, vous sortez, vous vous projetez dans le truc négatif automatiquement et vous dites, bah voilà, en fait, du coup, je peux pas apprécier parce que c'est éphémère là ce que je suis en train de vivre et le négatif, par contre, il n'est pas éphémère. Et en fait, en détectant ces processus-là, on peut apprendre à les détecter et à les arrêter, à se dire, ok, peu importe, profitons de l'instant, ça on verra demain, et peut-être qu'il y aura des conséquences positives à long terme. Et donc ça, c'est de la construction qui se fait à long terme. Mais en gros, ce qu'on peut retenir pour nous tous, en tant qu'individus qui peuvent être susceptibles d'avoir des biais négatifs, c'est que il faut faire attention à ça, parce qu'on peut rentrer dans des cercles vicieux. Ça m'est arrivé, ça m'arrive, ça arrive à plein de gens.
voilà, c'est l'exemple de soirée, de moment où on n'est pas très bien, et en fait on n'arrive pas à apprécier le positif parce que il s'est passé un truc négatif important dans notre journée ou dans notre semaine, et on a du mal. Euh, Évidemment, si c'est un événement plus dramatique, c'est encore plus le cas, mais voilà. Euh, Parce que sinon, on n'est pas bien sur certains points de notre vie, et le fait d'être bien à un moment donné, ou d'être avec des gens, passer un bon moment, mais des gens qui sont bien aussi, en tout cas qu'on estime être mieux dans leur vie que nous à ce moment-là, et bien on peut partir dans des pensées, etc. Si vous avez tendance à cogiter pas mal, alors c'est pas que vous êtes plus intelligent, hein, mais il y a des gens qui ont tendance à voilà, avoir ça tourne en permanence, etc. Ou être beaucoup aussi dans la, vous savez, dans un peu cette prise de distance, c'est-à-dire que vous êtes dans la situation et en fait, c'est pas que vous voyez de l'extérieur, mais vous avez, on peut avoir des tendances. Moi ça m'arrive, hein, je suis un peu comme ça, à avoir tendance, vous savez, à être dans la situation tout en étant externe à la situation. C'est-à-dire que je suis dans la situation et je vois la situation se dérouler, et du coup, je suis plutôt dans le commentaire de la situation dans ma tête que dans l'appréciation de la situation. Et bien, quand on est dans ces tendances-là, c'est bien de se rendre compte pour pas se bloquer du positif, en fait. Pour apprendre à se dire, non mais ok, profite, rentre dans l'instant, intéresse-toi à ce que les gens racontent vraiment, rentre dans l'interaction, sois plus dans l'interaction. Alors c'est facile à dire comme ça, hein, je dis pas que c'est un processus simple, et en fonction de là où on en est dans la gravité, entre guillemets, du bien négatif et de la dévaluation des conséquences positives, c'est pas juste des injonctions qu'on se fait dans notre tête pour que ça aille mieux, hein, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas, ça fait partie des choses euh, qu'il faut avoir en tête, parce qu'on peut vite tomber dans ce cercle vicieux-là. Et donc, repérer que, en fait, on s'autorise pas à être heureux parce qu'on a une image dégradée de soi, et que non, mais attends, on se concentre sur l'instant, ou que on a peur de profiter parce qu'on se dit qu'on va se porter l'œil si on profite du positif, alors qu'en fait non, ou qu'on ne profite pas du positif parce que derrière, en fait, va y avoir un effet contraste avec notre situation quand on va rentrer chez soi. Et donc, voilà, c'est pas, c'est pas en fait comme ça qu'on va mieux. Et donc, il vaut mieux justement profiter de l'instant. C'est plus efficace que de décaler comme ça. Donc, voilà, en gros, ces biais-là, ils existent évidemment. Vous en avez peut-être fait l'expérience. Ces biais-là, en tout cas, ils sont conceptualisés au niveau scientifique, ils sont mesurés au niveau scientifique, et on commence à quand même à mieux comprendre comment ça fonctionne tout ça. Donc attention à ne pas euh, d'évaluer, donc évaluer négativement et associer des éléments positifs à des conséquences négatives de manière systématique, parce que sinon là vous allez sur la route de la déprime puis de la dépression assez rapidement si vous ne cassez pas ce cercle vicieux euh, assez tôt. Voilà pour ce matin. Nous avons traité 2 articles, donc un article sur ce côté boucle négative, euh, voilà, et un article sur la volonté de vivre chez les travailleurs adultes. C'était la revue de psychologie positive du 19 juillet. On est mercredi et pas jeudi parce que demain je suis en déplacement et je pars tôt. Et donc je ne pourrais pas faire la revue de psychologie positive, et je voulais pas la zapper une deuxième semaine de suite. Ça suffit. En tout cas, en juillet, je continue à le faire. En août, je suis pas sûr. Je ferai sans doute d'autres lives, mais pas forcément des revues de psychologie positive. Voilà, donc je vous mets le replay probablement dans les prochaines semaines sur YouTube. Vous avez accès à la chaîne YouTube Bastiou, comme d'habitude. Ça s'affichait plusieurs fois dans le live pour accéder au replay. Je vous souhaite une excellente journée, des excellentes vacances si vous avez la chance d'être en vacances, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!